Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour ce nouveau webinaire du Réseau national Génopsy qui va porter aujourd'hui sur l'intrication entre l'immunité, l'inflammation, les maladies rares et la psychiatrie. Alors, pourquoi s'intéresser à ce sujet aujourd'hui? Eh bien, l'immunité et l'inflammation sont des sujets très prometteurs dans le champ de la psychiatrie aujourd'hui, notamment en recherche. Et les maladies rares nous donnent l'opportunité de mieux comprendre le fonctionnement entre le cerveau et le système immunitaire et inflammatoire, notamment pour envisager des perspectives thérapeutiques globales. Pour nous éclairer sur le sujet aujourd'hui, nous avons fait appel à notre intervenante experte, Dr Anne-Cécile Petit, qui est psychiatre référente au CRMR Génopsy de Sainte-Anne. Avant de lui laisser la parole, laissez-moi vous présenter un petit peu l'organisation du webinaire. Donc, nous allons assister à une présentation de 20 minutes par Dr Petit. Puis ensuite, on aura un temps d'échange ensemble, également de 20 minutes. Pendant la présentation, merci de bien vouloir laisser vos micros coupés et si vous avez des questions, de les écrire dans le chat qui se situe en bas de votre écran. Vous pourrez sinon les poser à l'oral au moment où on vous donnera la parole à la fin. Enfin, pour finir, ce webinaire est enregistré. Donc, si vous ne souhaitez pas que votre image apparaisse à l'écran, merci de laisser votre caméra coupée. Sans plus attendre, Anne-Cécile, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir vous animer ce webinaire qui va donc porter sur les maladies rares, les liens avec la psychiatrie et les dysfonctions immunitaires un peu au sens large. Je vais vous parler d'inflammation, mais pas seulement. Et pour cela, je vais commencer tout de suite un peu à entrer dans le vif du sujet. Juste un tout petit rappel d'immunologie, juste pour qu'on sache de quoi on va parler au cours de ce webinaire. Alors, donc dans notre organisme, on a un système immunitaire qui est composé de beaucoup d'acteurs. Et dans ces acteurs, on a tout d'abord ce qu'on appelle l'immunité innée. L'immunité innée, ce sont toutes les cellules et les protéines qui vont répondre de façon immédiate lorsque notre organisme est exposé à un danger, quel qu'il soit. Ça peut être un agent infectieux, ça peut être un toxique. Et puis ensuite, on a aussi notre système immunitaire que l'on appelle adaptatif, qui va être à l'origine d'une réponse qui est beaucoup plus ciblée et qui va être spécifique de l'agent auquel on a été exposé. Alors, quand l'immunité innée se met en marche, quand on a un signal de danger, quel qu'il soit, on va avoir les cellules de l'immunité innée qui vont faire ce qu'on appelle une réaction inflammatoire. Et donc, c'est là où on va avoir cette notion d'inflammation de notre organisme, qui est la première réponse aspécifique qui a toujours lieu lorsqu'on est exposé à un danger. Ensuite, l'immunité adaptative va être mise en route et parfois, dans certains cas, on va avoir, lorsque les lymphocytes B sont activés, la production d'anticorps. Ça, c'est une réponse qui va être un petit peu plus longue et qui va donc cibler le pathogène ou le toxique auquel on a été exposé. Alors, quels sont les liens avec la psychiatrie? En fait, les liens, ils sont très anciens, enfin, ils ont été décrits depuis assez longtemps maintenant, parce que dès le 19e siècle, en fait, nos consoeurs et confrères avaient déjà fait le lien, avaient fait l'observation que lorsqu'il y avait des infections, qu'elles soient bactériennes, parasitaires ou virales. À l'époque, on avait la syphilis, on a eu aussi les grandes pandémies grippales du début du XXe siècle. Et bien à ce moment-là, les soignants de l'époque avaient vu que en post-infectieux, il y avait un risque de développer un certain nombre de pathologies neuropsychiatriques. Et donc ça a été un premier lien qui a été fait. En fait, voilà, quand on est exposé à un agent infectieux, un stress, notre système immunitaire va répondre et donc probablement qu'il envoie des signaux vers notre cerveau. Ensuite, au cours du XXe siècle, il y a eu plusieurs notions importantes qui ont été décrites. Alors, tout d'abord, dans les années 50, on a Hans Selye qui a décrit le concept de stress et qui a étudié ce que l'on connaît bien maintenant, qui est le fonctionnement de l'axe hypothalamo-hypophysaire, c'est-à-dire que lorsqu'on est exposé à un stress, notre cerveau va être activé dans certaines zones et va envoyer des signaux aux glandes surrénales qui, elles, vont produire des hormones et notamment, à moyen terme, va produire le cortisol, qui est cette hormone de stress, parfois on l'appelle comme ça. Et le cortisol a un impact direct sur le système immunitaire avec un effet qui est immunosuppresseur.
récepteurs. Donc on voit là, dès cette époque-là, qu'il y a des communications dans les deux sens entre notre système immunitaire et notre système nerveux central, notre cerveau. Au cours du XXe siècle, ensuite, il y a eu pas mal d'études de corrélation entre des dysfonctionnements, alors tout d'abord de l'immunité adaptative, dont je vous parlais tout à l'heure, donc cette immunité qui est basée sur les lymphocytes et la production d'anticorps, et la corrélation avec des troubles psychiatriques. Donc on verra ça tout à l'heure, je vous le détaillerai un petit peu plus. Et puis ensuite, de façon plus récente, on a vu aussi qu'il y avait, lorsqu'il y avait des dysfonctionnements de l'immunité innée, de cette première barrière de notre organisme, on pouvait aussi avoir des corrélations avec certains troubles psychiatriques, et ça a été bien décrit dans ce qu'on appelle le comportement de maladie, hein. C'est ce comportement que l'on a lorsqu'on a la grippe, lorsqu'on a le Covid, qui est un état cognitif et émotionnel très clairement particulier et qui est lié à cette infection. Et d'ailleurs, tous ces liens entre infection, immunité et psychiatrie, ça a été beaucoup remis sur le devant de la scène avec la pandémie du Covid-19, parce que on a vu en post-infectieux qu'il y avait à nouveau ce surrisque de troubles neuropsychiatriques au sens large qui a été très bien décrit. Alors, lorsqu'on se concentre plus sur nos maladies rares, parce qu'on est là quand même aussi pour parler de maladies rares, on a un certain nombre de maladies qui sont auto-immunes. Les maladies auto-immunes, ce sont des maladies où on a une production d'anticorps anormaux, c'est-à-dire que ce sont des anticorps qui ne vont pas reconnaître un danger, un pathogène, mais qui vont reconnaître notre propre corps, qui vont reconnaître le soi. Et donc, ça peut amener à développer des symptômes et des pathologies. Alors, il faut faire attention, dans les maladies auto-immunes, il n'y a pas que des maladies rares. Il y a des maladies qui sont relativement courantes, comme par exemple le psoriasis, qui est assez courante, la polyarthrite rhumatoïde, qui est aussi une maladie courante. Certaines maladies sont rares, on peut penser par exemple au lupus, mais ce sont des maladies qui sont multifactorielles, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement quel est le mécanisme de production de ces auto-anticorps. Il y a probablement plusieurs facteurs qui amènent au développement de ces pathologies. Dans certains cas, mais alors c'est vraiment très rare, il y a, quand on prend l'exemple du lupus par exemple, il y a des causes génétiques très rares à développer un lupus, ce sont souvent des lupus juvéniles, où là on a une mutation bien identifiée et liée à cette pathologie, mais c'est une sous-catégorie de cette pathologie. Alors, les maladies auto-immunes, ce qui va nous intéresser, c'est qu'elles ont été associées depuis de nombreuses décennies à un surrisque de troubles psychiatriques. Alors là, il y a beaucoup d'études hein, sur cet aspect-là. Là, je vais vous présenter quelque chose qui synthétise un peu, parce que c'est des études épidémiologiques qui ont été faites par nos confrères en Scandinavie. Alors, parce qu'en Scandinavie, là, c'est des études danoises, il y a ce qu'on appelle des registres. Et alors, les registres, ce sont des bases de données qui, pour l'ensemble de la population, vont avoir les données de diagnostic au cours de la vie entière. Donc, c'est des choses extrêmement riches. Et donc ici, dans cette étude-là, les auteurs ont regardé sur une période d'une cinquantaine d'années, sur plus de 3 millions de personnes, quelle était l'association entre le fait d'avoir une maladie auto-immune, n'importe laquelle, et un trouble schizophrénique. Et ils ont vu effectivement que le risque était augmenté de 29% de développer un trouble schizophrénique lorsqu'on avait une pathologie auto-immune, quelle qu'elle soit. Ensuite, ici, ils détaillaient selon les différents types de pathologies auto-immunes. Quelques années plus tard, ils ont fait la même chose avec les troubles de l'humeur sur le même registre danois, et il y a également un risque augmenté de développer un trouble de l'humeur lorsqu'on a une pathologie auto-immune, avec un risque augmenté un petit peu plus élevé, donc de 45%, avec également des différences selon les différentes pathologies. Alors, euh, dans l'auto-immunité, comme je vous ai dit, on a cette production d'anticorps qui sont anormaux, et donc le mécanisme par lequel on arrive à cette production d'auto-anticorps, elle n'est pas très claire, mais dans un certain nombre de pathologies, on sait qu'il y a des premières étapes qui sont des étapes d'inflammation, parce que comme je vous ai dit, la production d'anticorps, c'est pas quelque chose qui arrive tout de suite, on a d'autres étapes qui ont eu lieu auparavant. Et donc, dans ces maladies auto-immunes, on commence à se poser la question des premières étapes inflammatoires qui pourraient aussi être liées à nos troubles psychiatriques qui nous intéressent particulièrement. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, là, il y a de plus en plus de données qui s'accumulent, qui montrent que on peut relier
enfin, en tout cas, il y a des corrélations entre la présence d'une inflammation anormale et le fait d'avoir tout trouble psychiatrique. C'est-à-dire qu'ici, on n'est pas dans les maladies rares, là, on est dans des cohortes de patients avec des troubles psychiatriques. Et on voit, alors là, il y a différentes couleurs. En vert, c'est la dépression, en jaune et rouge, c'est la schizophrénie, et en bleu foncé, c'est la manie. Et on voit que les patients qui ont des épisodes de décompensation de ces différentes pathologies ont des marqueurs d'inflammation. Ici, c'est un certain nombre de petites molécules qui sont des cytokines. Les IL, ça veut dire interleukine. La plus connue, c'est sans doute l'interleukine 6. Et on voit que l'interleukine 6, elle est élevée dans toutes les décompensations enfin, bien sûr, c'est des moyennes, hein. Il y a des patients chez qui on va trouver ça et d'autres chez qui on ne va pas le trouver. Mais en moyenne, on trouve dans les études qu'il y a plus souvent des marqueurs inflammatoires chez les patients qui ont ces décompensations des différentes pathologies psychiatriques. Donc on voit qu'il y a ce lien entre inflammation et troubles psychiatriques, mais on ne comprend pas exactement lequel et le mécanisme, pour l'instant, n'est pas connu. Alors, ça permet aussi de se poser la question de est-ce qu'on a des maladies rares qui ont des désordres inflammatoires? Eh bien oui, il y en a. On a des maladies rares qui sont auto-inflammatoires. Alors, c'est un petit peu différent des maladies auto-immunes parce que on a quand même tout un groupe de maladies qui sont des maladies qui sont monogéniques, c'est-à-dire qu'on a une mutation dans un gène précis qui va faire que notre immunité innée est activée de façon aberrante. C'est-à-dire que chez ces patients qui sont touchés par cette mutation, on va avoir notamment nos macrophages qui vont se mettre à produire beaucoup de signaux pro-inflammatoires. On retrouve l'IL-6 là, dont je vous parlais juste avant. L'IL-1 bêta est aussi une cytokine pro-inflammatoire très importante. Et donc, chez ces patients, on va avoir cette production euh, par, euh, par vague, en tout cas de façon chronique, de ces cytokines, alors que les personnes ne sont absolument pas exposées à un pathogène, à un toxique, ni quoi que ce soit. Le corps les produit de façon constitutive. Donc, on a tout un groupe de maladies plus ou moins rares avec différentes mutations identifiées. La plus courante, c'est la fièvre méditerranéenne familiale. Cette pathologie, donc, elle est liée à une mutation dans un ensemble de protéines qui s'appelle l'inflammasome. Et les symptômes, ce sont des crises de fièvre récurrentes, très régulières, hein. Ça commence dès l'enfance. Les patients décrivent des épisodes de fièvre, parfois plusieurs fois par mois, dans lesquels on ne retrouve jamais de pathogène, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de bactéries, il n'y a pas d'infection virale. C'est vraiment le corps qui produit cette inflammation et qui va déclencher de la fièvre. C'est associé à des douleurs articulaires, c'est associé à des érythèmes parfois, et puis on peut avoir des complications relativement graves. Le traitement de première intention, c'est la colchicine, mais ensuite, donc là, vous voyez que ces patients, ils produisent ces interleukines là dont je vous parlais tout à l'heure, et si la colchicine ne suffit pas à contrôler la maladie, on va pouvoir passer à des immunothérapies qui vont essayer de bloquer ces différentes molécules pro-inflammatoires. Alors, la fièvre méditerranéenne, étant donné que c'est la plus courante dans ce groupe de pathologies rares auto-inflammatoires, on commence à avoir quelques données sur des cohortes de patients. Et il y a des articles qui ont montré que il y avait un surrisque de développer une dépression ou des troubles anxieux chez les patients qui souffraient de fièvre méditerranéenne familiale. Alors malheureusement, vu qu'on reste sur une pathologie rare, on n'a pas à l'heure actuelle de données sur les surrisques potentiels de troubles neurodéveloppementaux ou de troubles schizophréniques chez ces patients-là. Il est possible qu'il y ait un surrisque, mais à l'heure actuelle, il n'y a pas de données pour le confirmer ou l'infirmer. Lorsque on reçoit ces patients avec des fièvres méditerranéennes ou des maladies auto-inflammatoires qui sont dans un épisode dépressif, on a des patients qui ont une gène qui est assez caractéristique. Il y a souvent des troubles cognitifs qui sont assez importants, des troubles de concentration, de planification. Et puis leur humeur est altérée, mais d'une façon un peu particulière. C'est souvent des patients qui sont irritables. Et la gêne majeure est souvent la fatigue, une fatigue importante, chronique, et cette notion de perte d'énergie, voilà, de difficulté à faire les choses, même si l'envie peut être préservée. Alors,
quelle est la conséquence de tout ça? On a un patient avec une dépression, avec une maladie rare auto-inflammatoire. Alors, là, je reviens un petit peu à des données qui sont en population psychiatrique générale. Ce que l'on sait, c'est que lorsqu'il y a une inflammation, même si elle est de bas grade, ici, on a le dosage d'une molécule très classique que l'on dose dans l'inflammation, la CRP. Et lorsque cette CRP est un peu plus élevée, on voit que chez les patients ici, on a différents groupes de patients, donc des patients sains, enfin des volontaires sains, du coup pas des patients, des volontaires sains, et puis des groupes de patients avec des dépressions. Et on voit que les patients qui ont une résistance aux traitements antidépresseurs de première intention sont ceux aussi qui ont les CRP les plus élevés. Donc en fait, il y a une corrélation entre le fait d'avoir une inflammation sanguine, mise en évidence au niveau sanguine, et le fait de ne pas répondre au traitement de première intention. Et ça, on a un certain nombre de données dessus. Ici, alors c'est des petites études, hein, on n'a pas encore de données très grandes, enfin sur des grandes cohortes ou des essais cliniques, on n'a malheureusement pas ça. Mais ici, on a une population de patients, c'est un échantillon de 100 patients, où on a dosé la CRP, justement. Et donc, les patients qui ont une CRP inférieure à 1, on peut dire qu'il n'y a pas d'inflammation, on met pas en évidence même une inflammation de bas grade chez ces personnes-là. Et puis, chez 40% des patients, dans cet échantillon, on a une CRP qui est supérieure à 1, donc qui signe qu'il y a un état anormal du système immunitaire et de l'immunité innée. Ces patients, on va leur proposer, ici dans la colonne centrale, un traitement antidépresseur par inhibiteur de recapture de la sérotonine. C'est le traitement de première intention, dans la dépression. Et là, on voit que ceux qui sont en vert, qui donc ont une CRP, normale, pas d'inflammation, ils répondent alors relativement bien, hein, malheureusement, c'est les taux de réponse habituels. Il y a 57% des patients qui vont répondre à ce traitement de première intention. Par contre, chez ceux qui ont une CRP qui est supérieure à 1, en bleu foncé, on voit bien qu'on a plus que 30% à peu près de répondeurs, donc qui est un taux beaucoup plus faible. Ici, dans cette cohorte, ils ont proposé une combinaison qui est un petit peu particulière parce qu'elle est plutôt utilisée aux États-Unis, c'est une étude américaine. Ils ont proposé une combinaison entre un inhibiteur de recapture de la sérotonine et du bupropion, qui est un antidépresseur utilisé aux États-Unis et qui va cibler non pas la sérotonine, mais d'autres neurotransmetteurs, notamment la noradrénaline. Et on voit que chez les patients qui ont une CRP supérieure à 1, donc cette inflammation de bas grade, ils vont beaucoup, beaucoup mieux répondre à cette combinaison ISRS-bupropion que à juste un inhibiteur de recapture de la sérotonine. Il y a d'autres études qui montrent ça, alors je ne vous mets pas les figures, mais une autre étude qui montre exactement de la même façon que les patients qui ont une CRP élevée vont beaucoup moins bien répondre à l'escitalopram, qui est vraiment le traitement de première intention dans la dépression, par rapport à des traitements comme la nortriptyline qui vont cibler d'autres neurotransmetteurs. Et alors, on peut même aller plus loin. C'est-à-dire, s'il y a une inflammation, est-ce qu'il ne faut pas cibler seulement l'inflammation? Alors ça, il y a très peu d'études, là, c'est une petite étude sur 60 patients. Donc, on a une cohorte avec des patients ayant une dépression, et ce qu'on va leur proposer, c'est non pas de traiter par un antidépresseur, mais de traiter par une immunothérapie qui est l'infliximab. L'infliximab, c'est quelque chose qui va cibler le TNF-alpha. C'est une de nos cytokines inflammatoires dont je parlais tout à l'heure. Et donc, si on traite par infliximab ou par placebo, c'est sous forme de perfusion, lorsqu'on regarde les patients dans leur ensemble, en fait, bon, on n'a pas vraiment d'effet de cet infliximab par rapport à du placebo lorsqu'on regarde nos 60 patients tous groupés. En revanche, là, ils ont fait alors un seuil de CRP qui est différent de celui de tout à l'heure. Ils ont regardé les patients qui avaient une CRP inférieure à 5 et les patients qui avaient une CRP supérieure à 5. Donc en disant que ceux qui ont une CRP supérieure à 5 ont une inflammation de bas grade. Et donc si on regarde le graphique du milieu, donc les patients qui ont une CRP supérieure à 5, on voit que ceux qui sont traités par infliximab là en noir ont un taux de réponse de 60%. Ce qui est ben, aussi bien, voire mieux que nos antidépresseurs de tout à l'heure. Et donc, c'est un traitement qui est purement immunitaire et qui a permis, en tout cas, une réponse de ces patients-là sur leurs symptômes dépressifs. Et si on regarde de façon plus précise quels sont les symptômes qui ont été améliorés,
parce qu'ils ont regardé un petit peu au niveau dimensionnel. Alors on voit que l'anxiété a été est améliorée chez ces patients traités par infliximab, mais surtout ce qui est majeur, c'est qu'on voit que les dimensions d'activité, de ralentissement ont été très clairement améliorées. Et je vous rappelle tout à l'heure que je vous disais que ces patients avec inflammation, ils avaient souvent cette perte d'énergie, cette fatigue qui les gênait énormément. Donc, bon, c'est juste une étude, c'est 60 patients, donc ça mérite bien entendu des études bien plus poussées pour pouvoir conclure, mais c'est une piste qui est quand même intéressante. Alors, en fait, quand on l'idée de travailler aussi avec les maladies rares auto-inflammatoires et d'essayer de comprendre ce qui se passe, c'est que là, je vous ai montré des études cliniques, on a ces corrélations, mais malheureusement, on n'arrive pas à toucher du doigt le mécanisme qui permettrait de comprendre ces liens entre système immunitaire et cerveau, c'est-à-dire comment, quel signal vont passer, qu'est-ce qui va faire que un état anormal du système immunitaire va perturber le fonctionnement cérébral. Et alors, du coup, alors moi je travaille à l'Institut Pasteur et on a essayé de travailler sur cette question des maladies rares auto-inflammatoires en se disant les patients ont donc une production régulière et chronique de cytokines pro-inflammatoires. Pour essayer de comprendre le mécanisme, on va essayer de développer un modèle chez l'animal de ce type d'anomalie du système immunitaire. Donc ce que l'on a fait, c'est que on a injecté de façon chronique sur plusieurs semaines une cytokine pro-inflammatoire et ce que l'on voit chez l'animal, c'est qu'au fur et à mesure des semaines, on a une altération du comportement, alors aussi bien chez les mâles que chez les femelles, où on va avoir une anxiété qui va se développer, et puis ensuite, ici, lorsqu'on évalue leur comportement chez les souris qui sont traitées, en fait, on va avoir alors, les comportements d'exploration, donc l'activité motrice qui va diminuer. On va avoir des problèmes cognitifs dans la reconnaissance et l'exploration de nouveaux objets. On va avoir une baisse de leur... ils vont moins prendre soin d'eux, ils vont être plus anxieux et donc avoir des comportements qui rappellent ce qui se passe chez nos patients, un comportement que l'on peut qualifier de façon translationnelle d'anxio-dépressif. Et chez l'animal, l'avantage, c'est qu'avec ce type de modèle, on va pouvoir comprendre ce qui se passe exactement au niveau du système immunitaire et comment le système immunitaire va communiquer avec le tissu cérébral. Donc en fait, l'idée que l'on a, c'est que lorsque l'on fait un stimulus X ou Y du système immunitaire, celui-ci va en fait communiquer avec notre cerveau par beaucoup de voies, par des voies sanguines, par des voies nerveuses. Et en fait, il y a toute une population de cellules immunitaires qui sont autour du cerveau, qui vont envoyer des signaux au niveau du tissu cérébral, à la fois via notre liquide céphalo-rachidien qui est dans nos ventricules ou via différentes cellules qui sont par exemple au niveau des méninges. Et ces cellules, elles vont produire des signaux qui vont être recaptés par des zones cérébrales et on est en train d'étudier tous ces phénomènes pour essayer de comprendre quelles sont les régions cérébrales qui vont être sensibles aux signaux immunitaires, quels sont les signaux immunitaires exactement qui vont atteindre ces régions. Et en fait, ça permet de déterminer de nouvelles cibles thérapeutiques. C'est-à-dire que si on arrive à déterminer qu'il y a une molécule particulière produite par notre système immunitaire qui est dans un état anormal mais cette molécule-là en particulier va diffuser jusqu'au tissu cérébral pour perturber son fonctionnement, ça va permettre d'avoir une cible potentielle à bloquer pour pouvoir améliorer le comportement ici de nos animaux dans le modèle préclinique et puis après en espérant pouvoir euh, étendre ça à des populations notamment de patients avec des maladies rares, puis peut-être avec des populations de patients avec des troubles psychiatriques et des marqueurs inflammatoires. Donc en fait, en conclusion, alors oui, il y a des maladies auto-immunes et auto-inflammatoires qui sont liées à un surrisque de développer un trouble psychiatrique. Alors notamment, on a un peu plus de données sur le développement de troubles de l'humeur.
Et le fait d'avoir un syndrome inflammatoire même de bas grade est un facteur de résistance à des psychotropes et des molécules qui sont très classiques et qu'on utilise beaucoup, notamment dans le traitement de la dépression. Donc, le fait d'avoir ce syndrome inflammatoire, ça peut permettre de guider notre choix de traitement dans, bien sûr, les pathologies inflammatoires rares, mais également potentiellement chez des patients qui auraient cette inflammation de bas grade sans pathologie rare associée. Et donc, l'espoir est de pouvoir identifier le système immunitaire comme une cible thérapeutique de façon précise, en espérant pouvoir améliorer le fonctionnement du cerveau en améliorant l'état de notre système immunitaire. Voilà, et donc je remercie en tout cas tous les gens qui collaborent avec moi, notamment l'équipe CRMR Génopsy Sainte-Anne, et puis les personnes qui travaillent avec moi, bien sûr, à l'Institut Pasteur. Et ce travail, je le fais également en collaboration avec d'autres filières de maladies rares, notamment la filière auto-immunité et auto-inflammatoire, la FAI2R, avec qui je collabore énormément. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et j'attends vos questions. Merci beaucoup Anne-Cécile pour votre présentation qui nous a vraiment super bien expliqué les liens entre l'auto-immunité, l'inflammation, les maladies rares, la psychiatrie et les enjeux qui sont sous-tendus par ces liens. On a une question dans le chat, on a une question très pointue, je ne sais pas si vous aurez la réponse. Nous avons Cathy qui nous demande, parce qu'elle a son enfant qui a un syndrome de Marshall atypique, donc Oui. atypique parce qu'il n'y a pas beaucoup de fièvre associée. Il a Mhm. également un trouble du spectre de l'autisme sans trouble du développement intellectuel. Et le médecin de son enfant a proposé la colchicine dont vous nous avez parlé par rapport à la fièvre méditerranéenne familiale, justement. Et donc, elle vous demande votre avis, votre opinion par rapport à ce traitement, sachant qu'il a un reflux rénal opéré et qu'il est toujours sous surveillance avec des marqueurs d'inflammation bas, mais une expressivité clinique d'inflammation. Alors, donc effectivement, le syndrome de Marshall, ça fait partie de ces maladies auto-inflammatoires dont je vous parlais, ces maladies auto-inflammatoires rares. Et donc, oui, il peut y avoir des fièvres et d'autres manifestations. Le syndrome de Marshall, c'est quelque chose qui est un petit peu plus large, bon, où il y a différentes symptomatologies. L'idée, c'est bien entendu pour moi en tout cas de ne pas me substituer aux médecins de médecine interne. Mes patients sont toujours pris en charge pour leur maladie auto-inflammatoire du côté de la médecine interne et j'ai beaucoup de patients effectivement qui sont sous colchicine parce que comme je vous disais, c'est vraiment le traitement de première intention dans ces pathologies. C'est un traitement un petit peu empirique, un vieux traitement, hein, mais sur lequel, pour le coup, on a beaucoup de recul parce qu'on connaît très bien cette molécule. Alors oui, elle a des effets secondaires, mais bon, elle a vraiment été utilisée depuis de nombreuses années dans ces pathologies-là. Donc voilà, ça a cet avantage que les internistes la connaissent très bien. Elle a un effet dans ces pathologies qui est très particulier, qui est probablement un effet direct sur les macrophages. Donc c'est un bon traitement en général dans ces pathologies. Et donc, moi, je vous encourage à discuter de ce traitement de fond avec le médecin de médecine interne probablement qui suit ce jeune enfant. Et voilà, de discuter des bénéfices et des risques de ce traitement. Mais en tout cas, c'est un traitement très classique dans ce cas. Donc, voilà, je pense Je me qu'il faut permets, en suivre. fait, il Oui. n'a pas du tout de côté de dépression ou autre. Au contraire, il est toujours plein de vie, il est toujours. Il sent pas la douleur en plus. Enfin, c'est très rare qu'il sent la douleur. Même pour les crises de Marshall, en fait, il dit, maman, ça gratte. Mm. Parce que il nous a fait des pyélonéphrite sans température, sans douleur. Il tombe ou il va se faire une nouvelle douleur, il va pas le savoir. Mm. On est passé à côté d'un épanchement de genou. Enfin, Mm. voilà, on reste vigilant par rapport à la douleur et potentiellement. Mais c'est vrai que du coup, la colchicine, elle nous fait un peu peur. Il a déjà eu de l'ibuprofène quand il n'y a pas de température. Et quand il y Mm. avait de la température, on devait donner j'ai un trou de mémoire. C'est de la. Ça y est, j'ai un trou de mémoire. Non, c'est pas Doliprane, c'est l'autre. Enfin Dans bref, tous les cas, Cathy, je vais me permettre pardon, oui, on a vraiment beaucoup de questions qui vont pas de arriver. souci. Elles sont en train de s'accumuler.
Donc, comme le disait Anne-Cécile, je me permets peut-être revoir avec le médecin interniste pour les questions plus précises. Et puis, la colchicine a un véritable intérêt global, si j'ai bien compris. Merci de votre témoignage et de votre question. Nous avons Françoise qui nous demande, et c'est une question que je me posais aussi à Anne-Cécile, en fait, du coup, les patients avec inflammation, auto-immunité, et particulièrement dans les maladies rares, bah, ils vont avoir une résistance, ils vont avoir un intérêt à avoir un traitement spécifique, mais comment on fait, si on ne sait pas, comment on fait pour savoir que notre patient, que notre corps souffre d'une inflammation? Est-ce qu'il y a une prise de sang? Est-ce qu'il y a des dosages particuliers à faire? Alors, vraiment, il y a des dosages très simples à faire parce que la plupart des études, comme je vous l'ai montré, se basent sur, à l'heure actuelle, un marqueur très simple qui est la CRP. Alors, en général, c'est la CRP ultra sensible qu'il faut utiliser parce que la CRP, c'est une protéine qui est justement produite par l'immunité innée pour répondre à un épisode infectieux. Et cette CRP, normalement, elle doit être inférieure à 1. Il n'y a aucune raison d'avoir une CRP supérieure à 1 dans notre organisme. La norme, c'est bien ça, c'est inférieur à 1. Donc, il faut doser cette CRP de façon ultra sensible parce que c'est ce dosage ultra sensible qui permet justement d'avoir des dosages inférieurs à 5, en fait, et d'avoir une précision dans le dosage. Mais effectivement, lorsqu'on fait un dosage de CRP ultra sensible, s'il est supérieur à 1, c'est qu'il y a une inflammation de bas grade. Alors, ça peut être lié à plein de choses. C'est d'ailleurs un facteur de risque, pas seulement bien sûr de troubles psychiatriques, ça est un facteur de risque cardiovasculaire notamment important, et c'est lié à pas mal de dysfonctions d'organes lorsque c'est de façon chronique. Effectivement, on voit que c'est un facteur de risque de développer un certain nombre de pathologies. Attention, cependant, la CRP, elle peut être très augmentée si on a une infection. C'est-à-dire que si on dose sa CRP alors qu'on a la grippe ou qu'on a un rhume, ou etc., oui, on va avoir une CRP augmentée, mais ça n'apportera rien pour d'autres questionnements plus précis. C'est-à-dire qu'il faut bien faire ce type de dosage alors qu'on est en dehors de tout épisode infectieux. Merci beaucoup. On a des nouvelles questions dans le chat. Une question qui finalement va être assez globale, c'est on a une personne qui nous demande si la délétion génétique du chromosome 18Q peut être associée à un syndrome inflammatoire, sachant que la personne présente un trouble du développement intellectuel avec trouble de l'attention. Et une personne qui rebondit en questionnant si un état anxieux lié à un syndrome génétique peut également être associé à un dysfonctionnement du système immunitaire. Est-ce que vous savez, Anne-Cécile, si globalement les maladies rares peuvent être associées à un surrisque d'inflammation et d'auto-immunité? Alors, disons que je le prendrais peut-être en sens inverse. C'est-à-dire que, alors, il y a deux questions. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des lésions, par exemple, de certains chromosomes, ou euh, enfin, donc bien sûr, on va emporter un certain nombre de gènes et on peut emmener des gènes qui ont un impact sur la réponse immunitaire. Et il y a un certain nombre de délétions chromosomiques qui sont, de délétions ou de duplications, hein, qui vont pouvoir affecter l'immunité selon les gènes qui sont affectés. Donc ça va pas, il faut voir selon chaque délétion et chaque cas précis. Notamment, j'ai un exemple alors qui est peut-être pas une pathologie rare, enfin c'est à la limite, mais par exemple, dans la trisomie 21, on a très clairement des modifications de toutes les voies d'interférons. Les interférons, c'est aussi des molécules de l'inflammation. Et donc, on voit bien que la trisomie 21, qui est liée à plein de symptômes assez variés d'ailleurs, selon la pénétrance du phénotype, on va avoir aussi des problèmes immunitaires, et on commence à étudier le fait qu'il y ait aussi des dysfonctions immunitaires chez ces patients-là. Et donc, pour chaque délétion ou chaque duplication, on peut aller voir ce type de choses et voir s'il y a une dysfonction du système immunitaire. Euh, Après, il y a aussi, dans l'autre sens, c'est ça aussi que je voulais expliquer, c'est qu'on sait probablement que le fait d'avoir des perturbations du système immunitaire au cours, alors soit in utero, soit au cours de la toute petite enfance, ça peut
avoir un impact sur le développement du système nerveux central. Et on sait que c'est un facteur de risque d'un certain nombre de troubles du neurodéveloppement. Donc, il peut aussi y avoir eu des perturbations immunitaires à un certain moment qui peuvent avoir un impact sur des symptômes ultérieurs. Malheureusement, dans ces cas-là, alors c'est un domaine qu'on est en train d'explorer également. Est-ce qu'on arrive à avoir des dysfonctions immunitaires dans les troubles du neurodéveloppement? Est-ce qu'on arrive à les caractériser? C'est quelque chose qu'on fait également dans notre centre. Le risque, c'est d'arriver un petit peu après la bataille. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui s'est passé dans la toute petite enfance, est-ce que ça a encore cours? Est-ce qu'il y a encore des choses qui sont déstabilisées à l'âge adulte? Ça, c'est des choses qu'on ne connaît pas encore bien et qui sont en cours d'exploration. Merci beaucoup, Anne-Cécile. Nous avons une nouvelle question. Oui. Isabelle nous demande, de manière générale, sur beaucoup d'anomalies chromosomiques, on a des infections récurrentes, certains ont un déficit immunitaire. Et par ailleurs, il y a également une expressivité psychiatrique et comportementale avec troubles du comportement, anxiété. Est-ce que les deux sont liés? Alors, c'est un petit peu la même chose, la réponse que je viens de faire. Ça peut être lié ou pas, en fait. C'est-à-dire que oui, il y a certaines délétions ou certaines duplications où il va y avoir un lien très clair avec l'immunité parce que des gènes de l'immunité sont concernés. Après, chez ces patients-là, c'est vrai que, de façon régulière, on peut, avoir des maladies immunitaires qui sont qui co-occurrent, en fait. Enfin, voilà, je pense notamment à il y a souvent des troubles dermatologiques qui peuvent être présents et qui peuvent, venir de dysfonctions immunitaires et dans ces cas-là, on peut, et bien sûr, il faut prendre en compte à la fois le côté somatique et donc traiter la pathologie en elle-même et puis voir si ces problèmes immunitaires, dans le cas de troubles psychiatriques, peuvent être pris en compte pour choisir le traitement. Alors malheureusement, ce que je vous ai montré dans le cas de la dépression, c'est-à-dire le fait que il y ait des anomalies du système immunitaire et qu'on puisse peut-être orienter le traitement antidépresseur. On a quelques données dans la dépression, mais malheureusement, on en a très peu pour choisir un traitement dans le cas de troubles psychotiques ou schizophréniques et dans le cas des troubles neurodéveloppementaux. On n'a pas ce type de données, malheureusement. J'espère que le futur nous les apportera, mais à l'heure actuelle, on n'a pas ce type de données. Merci, on a encore le temps pour une ou deux questions. Et puis nous avons docteur André Attimi, il est psychiatre au centre de référence maladies rares à Rouen. Et il nous demande, il vous demande, Anne-Cécile, pour le dosage de la CRP ultrasensible en psychiatrie générale, est-ce qu'il serait recommandé de façon routinière ou seulement en cas de pharmacorésistance? S'il est positif, est-ce que vous avez des conseils sur la conduite à tenir? Et à quel moment il faut envisager un bilan des immunitaires et des thérapeutiques anti-inflammatoires? Alors, en psychiatrie générale, alors, nous, c'est vrai qu'on a tendance à faire la CRP ultrasensible de façon systématique chez nos patients. Mais je mettrais peut-être un petit bémol à ça, justement, c'est exactement en lien avec ce que je viens juste de dire auparavant, c'est que le fait de doser la CRP ultrasensible dans le cas d'un trouble de l'humeur, d'un trouble dépressif, ça va pouvoir avoir une conséquence pour le patient, c'est-à-dire qu'on peut ensuite se dire, bah, je vais peut-être choisir un autre traitement, peut-être pas commencer par des inhibiteurs de recapture de la sérotonine parce que on voit que ça marche sur quelques études, ça a l'air de fonctionner moins bien chez ces patients-là. Donc c'est vrai que moi, c'est une pratique que j'ai tendance à faire, c'est-à-dire passer tout de suite à des molécules qui vont cibler la noradrénaline ou la dopamine. Mais donc, ça n'a une conséquence thérapeutique que chez ces patients-là, chez les patients avec un trouble dépressif. Malheureusement, doser à l'heure actuelle la CRP-US dans le cadre de la schizophrénie, dans le cadre des troubles neurodéveloppementaux, ça va pas avoir de conséquences thérapeutiques en dehors des troubles de l'humeur. Donc, c'est là où bon, ça a un intérêt très limité dans ce cas-là. Ensuite, est-ce qu'on va pousser le bilan? Alors, juste une dernière chose. Est-ce qu'on va le faire en cas de pharmacorésistance? Oui. Enfin, je pense que si on ne l'a pas fait avant, si le patient résiste à des traitements antidépresseurs, il y a d'autant plus de raisons d'aller chercher cette CRP-US. Après, aller chercher un bilan immunitaire, en fait,
Sauf si on a des arguments qui nous orientent vers des pathologies plus complexes. Là, comme je vous le disais, on est par exemple dans le cas des maladies rares sur des pathologies qui associent d'autres symptômes somatiques. Donc si on a une arthrite, si on a des manifestations dermatologiques, etc., oui, on va pouvoir pousser les bilans, mais en accord avec des collègues de médecine interne et avec une hypothèse derrière. Parce que si après on fait un grand bilan immunitaire, la question est pour en faire quoi et qu'est-ce que ça va nous apporter pour la suite. Après, les thérapeutiques anti-inflammatoires, euh, en fait, les données sont très contradictoires dans la littérature, malheureusement parce que probablement on l'a fait sur des populations de patients mal caractérisé, c'est-à-dire qu'on a des études qui ont essayé de mettre des anti-inflammatoires en add-on chez des patients avec un trouble dépressif, par exemple, mais sans distinguer les patients avec ou sans CRP augmenté. Donc, au final, les études étaient négatives, mais il faudrait faire des études bien conduites avec des patients avec troubles dépressifs, avec ou sans marqueurs inflammatoires, et regarder si les traitements anti-inflammatoires en add-on peuvent avoir un intérêt chez ces patients. À l'heure actuelle, on n'a pas de données suffisamment robustes pour le proposer. Et il faut savoir que, par exemple, proposer des anti-inflammatoires non stéroïdiens type célécoxib de façon chronique, ça expose aussi à d'autres complications, ça expose à des risques d'ulcères gastriques, et donc il faut bien peser le pour et le contre de ce type d'intervention. Et à l'heure actuelle, les données sont sans doute insuffisantes pour pouvoir proposer ce type de traitement. Merci beaucoup Anne-Cécile. Nous allons terminer ce webinaire. Merci pour ce webinaire très inspirant et pour nous avoir expliqué toutes les perspectives pour la suite entre inflammation, immunité, maladies rares et psychiatrie. Vous pourrez retrouver l'enregistrement de cette conférence sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter et à nous suivre sur LinkedIn pour être au courant de toute notre actualité. Et retrouvez-nous le 5 juin prochain pour notre webinaire avec professeur Edry, généticien, qui va nous raconter comment bien faire une consultation de génétique en psychiatrie. Merci à tous. Au revoir.